Salut tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec une vidéo un peu spéciale parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai passé les 10 derniers jours à la Berlinale, le festival international du film de Berlin où j'avais une accréditation presse, donc j'ai pas encore eu le temps ni de chroniquer d'ailleurs, ni de voir les dernières grosses sorties qu'il y a eu ces 2 dernières semaines. Par contre j'ai pris un peu d'avance sur le futur. Pour ceux qui auraient un doute, la Berlinale c'est l'équivalent du Festival de Cannes mais en Allemagne et c'est aussi le premier marché mondial du film, donc c'est quand même un endroit où se rencontrent énormément les professionnels et ils vont négocier pour acheter les films et les distribuer dans tous les pays du monde entier. C'est aussi une compétition officielle comme à Cannes où les vainqueurs reçoivent des petits ours comme ça. Voilà, donc cette année le festival était présidé par Paul Verhoeven, mais il y a encore énormément de catégories parce qu'il y a presque 400 films qui sont présentés pendant la Berlinale. Alors contrairement à Cannes, c'est un festival aussi public, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire, alors très longtemps ok, la queue au guichet pour acheter des billets, certains dorment même la nuit devant pour pouvoir avoir accès à certaines premières mondiales, mais voilà, donc contrairement à Cannes, c'est aussi un festival qui se vit pour tout le monde et qui est dans tout Berlin. J'ai fait 9 jours de festival et en 9 jours j'ai quand même vu 22 films dont la plupart étaient présentés ou en compétition officielle ou en compétition officielle mais hors compétition, c'est-à-dire non éligible pour avoir un prix, ou en sélection spéciale gala, c'est-à-dire les films qui ont été choisis, qui vont être des gros films de cette année et qui sont présentés en avant-première à la Berlinale. J'ai décidé de vous faire un petit résumé de ce que j'ai vu et de classer les films en 3 catégories, ce que vous êtes sûr de voir parce que c'est certain que ça va sortir en France. Ce qu'il est possible qu'un jour vous voyez, parce qu'il n'y a pas encore de date de sortie prévue en France, mais que ce sont des films quand même relativement importants pour qu'ils puissent arriver jusqu'à chez nous. Et ensuite la dernière catégorie, les films que j'ai vus mais que vous ne verrez certainement jamais. Petite précision encore avant de commencer, je n'ai pas vu le film qui a gagné, le film hongrois qui s'appelle On Body and Soul, celui qui a donc gagné l'Ours d'Or cette année parce que malheureusement je ne me suis pas rendue à cette séance de presse là. Voilà, comme tous les ans c'est ma malédiction, hein, le film est projeté à 9 h et je suis pas réveillée quand il faut y aller. Voilà, j'ai pas non plus vu celui qui a gagné, et pour exactement la même raison, l'Ours d'Argent, Pocket, le film polonais, celui-là aussi je l'ai loupé. Bon, voilà, ces deux-là sortiront c'est sûr, une fois qu'ils ont été primés à un festival aussi important que la Berlinale, ils arrivent en général sur nos écrans. On verra à ce moment-là. Let's go! On va commencer très fort parce qu'un des premiers films que j'ai eu la chance de voir c'est le nouveau Trainspotting, donc T2 Trainspotting de Danny Boyle, qui est donc la suite du premier Trainspotting sorti il y a 20 ans. Il était présenté en compétition mais hors compétition. J'avais prévu le coup avant de partir à Berlin, je savais que j'allais voir ce film. Donc je me suis rematé le 1 que j'avais vu il y a très longtemps. Pour moi le 1 est toujours un excellent film que j'aime beaucoup et donc j'avais assez peur pour cette suite et mes craintes ont malheureusement était fondée. Cette suite est complètement inutile et surfe sur une nostalgie presque pathétique. À part reprendre les mêmes vieilles recettes, Danny Boyle ne refait rien avec ses personnages et finalement il n'y avait rien de plus à raconter. Donc le film va sortir très vite chez nous le 1er mars, donc vous allez vite pouvoir vous en rendre compte et je vous referai une vidéo très vite là-dessus. Vous inquiétez pas, j'ai d'autres arguments pour vous décourager et j'en suis la première désolée. Un autre film que j'ai vu qui sortira aussi chez nous le 1er mars, c'est Logan, James Mangold avec donc Hugh Jackman qui reprend pour la dernière fois le rôle de Wolverine au cinéma. Et là par contre ça a été la grosse surprise parce qu'évidemment si vous me suivez un peu vous savez que moi les Marvel, les DC j'en ai ras la casquette et que j'attends toujours enfin de voir un film qui tiendra ses promesses. Et là ben je l'ai trouvé je pense. Oui. Logan c'est un vrai bon film avec un vrai travail derrière, on n'est plus dans la même recette complètement élimée des films de super-héros qu'on a déjà vu. Là c'est enfin un peu différent, c'est enfin un peu vraiment sombre, il se passe vraiment quelque chose dans ce film. Et donc là aussi vous aurez la chance de le voir très bientôt et je vous en reparle très vite. Mais en tout cas c'était une vraie bonne surprise.
Le 15 mars, vous pourrez voir The Lost City of Z de James Gray avec Charlie Hunnam et Robert Pattinson. Là aussi, une vraie bonne surprise. Hein. Bon, James Gray, j'avais plutôt bien aimé Two Lovers et The Immigrant, mais là, pour une fois, il sort un peu du cadre du décor new-yorkais pour nous emmener dans la jungle, où on suit Charlie Hunnam qui est un militaire qui va devoir faire de la cartographie dans les coins reculés de l'Amazonie et où il va avoir l'impression de découvrir une cité dont personne ne connaît l'existence. Et c'est un film qui est présenté un peu comme un nouvel Indiana Jones, mais au final c'est bien plus que ça, c'est un film sur les obsessions et sur les chimères qui, je pense, déroutera beaucoup les fans, enfin les midinettes fans de Charlie Hunnam et Robert Pattinson, mais en tout cas il y avait là aussi un vrai univers et c'était vraiment quelque chose de beau à voir. Donc ça va sortir aussi assez rapidement chez nous, je vous en reparlerai à ce moment-là. On sait déjà aussi que le 15 mars sortira chez nous un film qui s'appelle L'autre côté de l'espoir et qui est réalisé par le réalisateur finlandais Aki Kaurismäki. Donc celui-là, il était présenté en compétition officielle, hein, donc il compétitionnait pour les ours et c'était clairement le chouchou de tous les grands critiques allemands. Alors bon, il n'a pas gagné le Grand Prix, hein, c'est Handball Dienso, le film hongrois, qu'il a eu. Et puis ben moi je suis assez contente parce que effectivement les journalistes étaient complètement enthousiasmés par ce film. Moi j'ai déjà dû avouer que j'avais vu aucun autre film de Aki Kaurismäki avant, ça avait l'air de choquer tout le monde, mais bon moi j'ai pas l'impression d'en avoir tellement entendu parler, ce grand réalisateur finlandais. Et il a donc fait un film avec un immigré syrien qui arrive en Finlande et qui finit par se faire aider par un propriétaire de restaurant. Bon, il y avait les journalistes riaient dans la salle, moi j'avais du mal à comprendre où était vraiment cet humour, enfin c'était très situationnel, c'était un humour hyper scandinave pour lequel j'ai eu du mal à accrocher, en fait j'ai eu du mal à m'intéresser à cette histoire que je trouvais finalement hyper anecdotique. Le 22 mars sortira aussi chez nous Sage-Femme, qui lui aussi était le seul film français en compétition officielle et presque l'un des seuls films français des sélections majeures cette année à la Berlinale, alors que normalement il y en a souvent beaucoup. Donc c'est un film très français, avec Catherine Deneuve et Catherine Fro. Catherine Fro est sage-femme, Catherine Deneuve est l'ancienne maîtresse de son père qui redébarque un peu comme ça par hasard. On va dire que ce film-là, je comprends qu'il n'ait eu aucun prix parce que, à part être un téléfilm, c'était pas grand-chose de plus. On peut pas dire que c'était terriblement désagréable. Moi j'aime beaucoup Catherine Deneuve, j'aime toujours la voir à l'écran, mais bon franchement, c'était pas une révolution cinématographique, ça c'est sûr. Le 12 juillet, on pourra voir chez nous un film qui s'appelle Viceroy's House, alors je sais pas comment ils vont l'appeler en français, La Maison du Vice-Roi peut-être. C'est un film d'une réalisatrice indienne qui s'appelle Gurinder Chadha et qui parle de l'arrivée de Lord Mountbatten en Inde en 1947, au moment où il doit préparer l'indépendance de l'Inde, qui ne sera donc plus une province anglaise. Donc dans le rôle du Lord, on a Hugh Bonneville qui joue le père dans Downton Abbey, donc qui est déjà très habitué à ce genre de rôle, et dans le rôle de sa femme, on a Gillian Anderson. Bon, c'était sympa comme film historique, un peu à la Bollywood. C'était un film historique très très classique, pas désagréable à regarder, mais bon... très classique, voilà, c'est presque un DVD de Noël. Le 8 novembre, on verra aussi chez nous Maudie avec Sally Hawkins et Ethan Hawke. Là aussi, c'est le biopic d'une petite artiste américaine qui était une handicapée recluse de la société, qui peignait des petites fresques de la vie quotidienne, on va dire, et qui un jour se fait repérer par une galériste et qui va même finir par avoir un de ses tableaux exposé chez Nixon. Voilà, donc elle est petite, elle est handicapée et elle vit avec un autre reclus de la société, donc tout ça c'est très mignon. C'est aussi un film de Noël, on va dire. C'est un biopic très gentil, voire presque naïf, mais porté par Sally Hawkins qui joue très bien la Maud du film, donc l'artiste. On passe maintenant à la catégorie des films que l'on verra peut-être chez nous parce qu'ils n'ont pas encore de date de sortie en France, mais bon, ils risquent quand même d'arriver. En compétition officielle, mais hors compétition, il y en avait pas mal cette année quand même, j'ai pu voir Final Portrait avec Geoffrey Rush et Armie Hammer, qui est en fait le biopic sur l'artiste Alberto Giacometti qui vivait à Paris dans les années 60. Donc là c'est toute l'histoire de lui qui veut faire un portrait d'un de ses potes joué par Armie Hammer, sauf que ça prend des plombes. C'était assez sympathique comme biopic, c'est extrêmement bien joué, il faut vraiment le dire, et c'était quand même un film qui était très sympathique à regarder, bien que là aussi un peu anecdotique on va dire, mais tout de même un bon moment.
Alors, on verra aussi très certainement The Dinner qui était présenté en compétition avec Richard Gere, Steve Coogan, Laura Linney et Rebecca Hall. Et donc c'est l'histoire de deux frères dont l'un est candidat à la gouvernance d'un état, je ne sais plus lequel, qui dînent ensemble avec leur femme parce qu'il faut qu'ils parlent des problèmes causés par leurs enfants ensemble. La première demi-heure de film est sympa, puis ça devient vite irritant parce que c'est fait de gens qui ne terminent pas leurs phrases, de conversations constamment entrecoupées, donc on n'avance pas, on devient fou à regarder ça, et au bout d'un moment même la situation devient risible. Dans la même veine, on a Carnage de Polanski qui est carrément meilleur parce que là c'était carrément raté. Ensuite, je me suis un peu échappée de la compétition officielle et j'ai vu un film de la sélection Panorama, donc c'est-à-dire un peu film du monde, film indépendant du monde. Et j'ai pu voir un film qui s'appelle Golden Exit, qui est un film américain avec Emily Browning, Chloé Sevigny et Mary-Louise Parker qui jouaient la mère dans Weeds par exemple. Et là, donc c'est clairement le film de bobo américain qui se passe à Brooklyn. On a essayé de copier Woody Allen sur un tas de points. Et franchement, ça ne fonctionne pas du tout. Il y a de grandes chances que ça sorte aussi chez nous. Mais honnêtement, c'était plus une perte de temps qu'autre chose. Désolée. J'ai pu voir aussi le jeune Karl Marx de Raoul Peck qui vient d'être oscarisé pour son documentaire I'm Not a Negro. Alors, le jeune Karl Marx, comme son nom l'indique, c'est l'histoire de Karl Marx quand il était jeune et qui commence à affiner ses théories économiques avec son ami Friedrich Engels. Donc, en soi, c'était un biopic plutôt intéressant, mais quand même assez aride en termes de théorie économique. Au final, ça reste un film qui est plus didactique que cinématographique et en plus qui oscille constamment entre le français, l'anglais et l'allemand. C'était quand même assez intellectuel, on va dire. Mais c'était pas mal. En compétition, j'ai aussi eu la chance de voir un film chilien qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Una Mujer Fantástica, alors je suis très nulle en espagnol, mais A Fantastic Woman, ou Une femme fantastique, et qui est l'histoire d'un transsexuel, donc d'un homme qui est devenu femme, dans ce cas-là, dont le mec meurt. Et donc forcément, elle va être assez mise à l'écart des funérailles, et toute l'histoire tourne autour de ça, et c'était vraiment le portrait d'un personnage incroyablement fort, plein d'émotions, et c'était vraiment un des plus beaux films que j'ai pu voir cette année. Il était aussi merveilleusement bien dirigé, merveilleusement bien réalisé, et il a eu le prix du meilleur scénario, l'ours du meilleur scénario cette année, et vraiment c'était une jolie expérience et j'espère que vous aurez l'occasion de voir ce film. J'ai pu aussi voir en compétition, des fois on ne comprend pas trop pourquoi, un film qui s'appelle The Party, un film anglais donc réalisé par Sally Potter avec notamment Christine Scott Thomas et l'acteur allemand Bruno Ganz. Là aussi c'est nouveau un apéro entre potes qui finit assez mal, tout ça filmé en noir et blanc et donc ça donnait naissance à une galerie de personnages vraiment très clichés, voire presque grotesques. Le film est très court, il fait que 1h20, mais j'ai réussi à me faire chier et j'ai réussi à me désintéresser de cette histoire qui pourtant ne manque pas de rythme ni de rebondissement, mais c'était presque trop théâtral. En compétition, j'ai aussi pu voir un film japonais du réalisateur Sabu qui s'appelait Mr. Lang et qui racontait l'histoire d'un hitman hongkongais qui part en mission au Japon. La mission échoue plus ou moins et il se retrouve contraint et forcé de se cacher dans un petit village japonais. Donc c'est un film que j'ai beaucoup aimé parce que c'était un véritable cocktail d'émotions, c'était à la fois drôle, à la fois émotionnel et à la fois violent aussi. Il y avait énormément de belles choses dans ce film et j'espère qu'il trouvera un distributeur chez nous et qu'il sortira parce que c'était encore une fois une petite perle du cinéma asiatique. En compétition toujours, Return to Montauk du réalisateur allemand Volker Schlöndorff qui avait notamment réalisé Diplomatie. Là il nous fait une sorte d'histoire romantique entre l'actrice allemande Nina Hoss et l'acteur suédois Stellan Skarsgård. Alors lui est auteur, elle est avocate, ils s'aimaient avant, ils s'essayent de se retrouver à New York, enfin bon, la bonne vieille comédie à l'américaine. Franchement on remplaçait ces acteurs européens par des acteurs américains et puis on avait déjà vu ce film. Tout était assez cliché et ça aussi finalement assez peu plu aux critiques allemands et on comprend pourquoi.
Ensuite, en compétition toujours, un film espagnol qui s'appelle El Bar et qui est un huis clos. C'est plusieurs personnages, tous un peu clichés, il faut le dire aussi, qui se retrouvent coincés à 9 h du matin dans un bar. Ceux qui essayent d'en sortir se font directement tuer et on ne sait pas pourquoi. Alors, il y avait de l'action dans ce film, parce que des fois ce qui manque à la Berlinale c'est des films un peu dynamiques avec un peu de punch. Celui-là n'en manquait pas du tout, hein, il faut le dire. Et ça avait ce petit côté des films espagnols, donc à la fois aussi drôle et violent, hein, certains humour ibérique, enfin un humour situationnel des choses gore, on va dire. Donc là c'était relativement bien fait. Bon, moi je dois juste déplorer quelques personnages relativement bien clichés, mais sinon c'était sympathique à regarder, c'était un huis clos sympa. Et le dernier de cette catégorie, ce sera un film allemand, le tout premier que j'ai vu à la Berlinale, donc un film de Sam Gabarski avec l'acteur allemand Moritz Bleibtreu. Ça s'appelle Es war einmal in Deutschland. Et alors c'était très singulier ce film parce que je crois qu'il a pas tellement plu aux Allemands mais plutôt aux autres journalistes. Parce que, encore une fois, comme on en voit beaucoup dans le cinéma allemand, c'est un film qui traite de l'Holocauste, enfin là, des juifs qui doivent retourner à une vie normale après avoir survécu au camp de concentration, et donc on suit le parcours d'un mec qui en plus est accusé d'avoir collaboré. Donc c'était un juif dans les camps et il est accusé d'avoir été sorti des camps pour aller enseigner des blagues à Hitler pour qu'il puisse les raconter à Mussolini. Et donc on fait une histoire avec ça et moi j'ai trouvé ça assez drôle, assez bien fait, bon quelques décors un peu carton-pâte, mais honnêtement ça faisait... Mais honnêtement j'ai trouvé ça vachement bien foutu. Il y a de grandes chances que ça sorte chez nous. Et on passe maintenant aux 4 derniers films qui font partie de cette catégorie des films que moi j'ai vus à la Berlinale mais que vous ne verrez probablement certainement jamais parce que s'ils sortent chez nous ce sera quand même relativement discret je pense. Donc d'abord un film qui était en compétition qui s'appelle Wildmaus, donc la souris sauvage, un film autrichien avec un acteur autrichien qui réalise là son premier film et qui s'appelle Joseph Hader. Voilà, c'est une sorte de comédie satirique, moi ça me fait penser à l'humour du film allemand Tony Erdmann auquel j'avais pas du tout accroché. Ben là c'était pareil, moi ça m'a pas emballé plus que ça, j'ai trouvé ça presque pathétique, enfin c'était ça se veut drôle avec des situations qui sont pas forcément. J'ai encore vu un film allemand de Thomas Arslan qui s'appelle Helle Nächte, donc Les Nuits Claires, un film très lent avec un road trip sur les relations père-fils. Donc là vous entendez ça, vous dites j'ai déjà vu ce film au moins 50 000 fois, bah oui, parce que ça voulait clairement se calquer un peu sur les films français du moment. Clairement on a voulu aussi dans le minimalisme et on se fait chier. Par contre le jury international a décrété que Georg Friedrich, l'acteur allemand qui joue le père, avait été assez bon pour recevoir l'Ours d'argent du meilleur acteur, pourquoi pas. Mais bon, le film de Thomas Arslan en lui-même, c'était certainement meilleur qu'un somnifère. Je me suis à nouveau échappée de la compétition officielle pour aller voir un film macédonien présenté dans la sélection Panorama et qui s'appelle When the Day Had No Name et qui suit l'histoire de 5 ados qui clairement se font assez chier là-bas en Macédoine pour aller aux putes. Voilà, donc c'était un film assez sombre qui était tout sauf une carte postale pour la région et qui dépeignait clairement les problèmes de classe sociale dans ce pays, donc la Macédoine, hein, les anciens Balkans, qui est un des pays les plus pauvres d'Europe. Voilà, donc c'était assez bien réalisé, il faut le dire, mais bon, c'était assez glauque et anecdotique là aussi, j'ai envie de dire. Enfin, je vais évoquer un dernier film en compétition, un film brésilien cette fois qui s'appelait Joaquim et où on pouvait suivre l'histoire d'un sous-lieutenant pendant la ruée vers l'or qui est envoyé donc au Brésil essayer de chercher des filons d'or et c'était pas extrêmement intéressant, mais j'ai eu l'occasion de parler avec une journaliste brésilienne dans une des salles qui m'a dit qu'elle avait trouvé le film extrêmement mal traduit et qu'elle riait beaucoup devant l'écran et elle voyait très bien qu'autour d'elle c'était pas le cas des autres, donc elle se dit qu'il y a eu un gros problème de traduction. Peut-être, mais en tout cas moi ce film m'a très peu intéressé, d'ailleurs j'ai du mal à comprendre que... Voilà, j'ai trouvé que c'était assez carton-pâte, assez cartoonesque et que le portrait de cet homme soi-disant charismatique n'était pas non plus transcendantal.
Voilà, vous avez les mini résumés des 22 films que j'ai vus, comme ça vous avez un peu mon avis global. Bien sûr, je reviendrai sur les très gros films que j'ai cités très vite quand ils sortiront, parce que c'est quand même important de le faire, mais voilà, je voulais quand même résumer mon expérience cette année à la Berlinale, et si je peux tirer une conclusion, c'est que malheureusement cette année, j'ai pas eu d'énormes coups de cœur. Ça fait quand même plusieurs années de suite que je vais à la Berlinale et où je découvre toujours un film qui me transcende profondément et pour lequel j'ai envie de me battre. Mais là, honnêtement, cette année, j'ai pas vu quelque chose qui m'a vraiment bouleversée. J'ai vu des très très bons films, le film chilien, le film japonais, même Logan ou The Lost City of Z, etc. Tout ça, c'est des films que j'ai trouvé vraiment bien, mais il n'y en a pas un où je me suis dit punaise, ça c'est vraiment le chef-d'œuvre que j'attendais. Alors, dans le cas contraire également, j'ai pas vu non plus un film où je dis punaise, c'est vraiment horrible, c'est vraiment une catastrophe ce film, je ne sais pas ce que ça fout là, comme ça m'était aussi toujours arrivé les autres années où je voyais des trucs qui me semblaient, que je trouvais absolument ignobles. Donc là voilà, j'étais quand même, on va dire, relativement mitigée. Et il s'avère que c'était particulièrement le cas aussi pour les autres journalistes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter. C'est un peu le sentiment général qui s'en est sorti de cette Berlinale, notamment pour ce qui est des films de la compétition officielle, parce qu'évidemment, avec 22 films, j'ai même pas vu un dixième de ce qui était projeté pendant ces 10 jours, parce que c'est un festival extrêmement riche, extrêmement intéressant, et que moi, finalement, j'ai vu qu'une fraction. Je me suis concentrée sur des films qui m'intéressaient. Cette année, j'ai décidé d'aller faire plus de compétitions, parce que j'avais envie de voir ce qu'ils avaient envie de proposer cette année, quels étaient les films un peu mondiaux qu'ils avaient envie de faire sortir du lot à la Berlinale, mais si j'avais encore pu feuilleter un peu plus le programme, pourtant je l'ai fait, je serais peut-être allée voir encore d'autres séances en m'éloignant de la compétition, mais cette année c'est pas forcément ce que j'avais envie de faire. Voilà, j'en ai vu quelques-uns, je me suis aussi un peu concentrée je voulais me concentrer sur les films français, mais il y en avait extrêmement peu cette année, contrairement à l'année dernière où c'était vachement fleuri. Et voilà, donc j'ai hâte d'y retourner l'année prochaine. Enfin, j'espère que je retournerai l'année prochaine plutôt. En tout cas, c'était encore une fois une super jolie expérience. Je suis encore un peu en overdose de films, mais c'est toujours une ambiance. En fait, la Berlinale, c'est une bulle. Enfin, c'est pareil pour le Festival de Cannes d'ailleurs, ou tous les autres festivals. C'est une bulle dans laquelle vous êtes. On n'est plus dimanche, samedi, lundi, mardi, tout ça, ça n'a aucune importance. On est le premier jour, le deuxième jour, le jour de tel film, le jour de tel film. Et voilà, et c'est rythmé comme ça pendant 10 jours. Vous ne parlez que de ça, vous ne faites que regarder des films. Et c'est une expérience à vivre que je suis contente de faire une fois par an. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, et je pense que si elle l'est, et que j'aurai peut-être réussi à vous intéresser jusqu'au bout, à vous donner peut-être envie de voir certains films. En tout cas, je l'espère. Je vous dis à très très vite avec certainement les critiques au moins de Trainspotting 2 et de Logan, ça c'est sûr et certain en vidéo, les autres arrivent très vite. Je recommence à retourner au cinéma dès ce soir. Allez, ciao!